On va commencer. Je vous invite à vous installer. Alors, on est parti cet après-midi pour 2 heures sur je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, sur le modèle en crise, une révolution. On va essayer de passer des diplômes et d'avoir un travail pour pouvoir faire la révolution. Mais je crois que le thème du débat cet après-midi, c'est quel est l'avenir de l'impôt sur les sociétés, quelle est la situation actuelle, quels sont les défis auxquels le système international fait face, avec des angles d'attaque un peu différents. On aura une présentation sur le nouveau cadre géopolitique, la confrontation des acteurs, par un expert du Fonds monétaire international, même si ce n'est pas au titre du Fonds monétaire international qu'il va nous parler aujourd'hui, mais il a une expérience dans les équipes qui s'occupent des administrations fiscales au sein de FAD, qui est Fiscal Affairs Department, qui est une des directions très importantes au FMI, qui s'occupe à la fois du volet recettes et du volet dépenses, la direction étant assurée par Victor Gaspar, qui est ancien ministre des Finances du Portugal et avec lequel on travaille de façon très proche, ainsi qu'avec les équipes. Donc René Ossa, qui par ailleurs est diplômé des meilleures universités françaises en ayant produit les meilleures thèses ici, produira la présentation sur ce point. Nous avons ensuite Éric Robert, qui travaille dans la plus prestigieuse direction qui puisse exister à l'OCDE, puisque c'est la mienne. Les joke apart, Éric s'occupe au sein du Centre de politique et d'administration fiscale, qui est la direction fiscale de l'OCDE. Il s'occupe du dossier numérique. C'est lui l'auteur du rapport qui a été remis au G20 en mars dernier. Alors c'est lui l'auteur. Les auteurs sont les 116 pays membres sur un pied d'égalité du cadre inclusif pour l'application de BEPS, puisque ce rapport reflète un consensus. Alors c'est facile d'atteindre le consensus, puisque personne n'était d'accord, donc il y a eu consensus pour dire que personne n'était d'accord. Mais au-delà de ce constat de désaccord, je crois qu'il y a un travail de fond extrêmement important qui a été fait. Et donc Éric, qui a vraiment tenu la plume et qui a facilité les discussions, vous présentera les conclusions du rapport et les mettra en perspective avec le premier rapport sur l'économie numérique que l'on avait produit dans le cadre du plan d'action BEPS, puisque c'était l'action 1, et Éric aussi avait tenu la plume pour la rédaction de l'action 1. Nous avons Jean-Pierre Lieb, que tout le monde connaît, je vais quand même le présenter. Jean-Pierre a été mon sous-directeur quand j'ai été nommé jeune chef de bureau à la direction de la législation fiscale. Il a été chef du service juridique de la direction générale des finances publiques, DGI d'abord et DGFIP ensuite, c'est ça. Et Jean-Pierre est associé chez EY maintenant. Alors, je ne sais plus exactement ce dont tu t'occupes, mais de plein de choses à EY, y compris c'est Policy and Litigation ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc Jean-Pierre nous parlera de la réforme fiscale américaine, qui est dans le paysage, je crois, l'évolution dans le paysage international, évidemment américain, mais l'évolution la plus importante qui soit arrivée au cours des dernières années. Une réforme, je ne sais pas ce que tu en diras, on n'a pas préparé, mais une réforme qui est assez différente de ce qu'elle paraît être. Donc, je suis curieux de savoir comment tu la présenteras, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de commentaires en Europe qui passent, je crois, complètement à côté de la plaque de la réforme fiscale américaine. Non pas que j'ai forcément envie d'en dire du bien, mais on en dit, je pense, beaucoup plus de mal qu'on ne le devrait si on la comprenait bien, mais on verra ce que Jean-Pierre nous en dira. Alors, évidemment, un colloque fiscal ne peut pas se faire sans les praticiens, ceux qui sont dans les soutes, des navires amiral de Vivendi qui ne ressemblent pas du tout à une soute, en fait, plutôt dans un luxe absolument débauché. Nous avons Bernard Bacci, qui est le directeur fiscal de Vivendi depuis toujours, en tout cas depuis que je suis né à la fiscalité. Et c'est incroyable, mais tu fais partie des gens qui ne changent pas. Il a la même tête qu'il y a 20 ans, il faisait très vieux il y a 20 ans et maintenant il fait très jeune.
Et donc Bernard est vraiment un excellent praticien. On a toujours appris quand on était à la DLF, ou au service juridique de la DGFiP, quand on a besoin d'avis qui ne sont pas indépendants, qui représentent un point de vue, mais qui soient honnêtes et qui permettent de comprendre les enjeux. Il fait partie des rares personnes vers lesquelles on se tourne, ainsi, et je suis ravi de finir avec elle, ainsi que Karine Usan, qui n'est pas la directrice fiscale de Coca-Cola, comme tout le monde pourrait le penser, mais qui a décidé de trahir les bulles sucrées américaines pour aller s'encimenter à Zug en tant que directrice fiscale de Lafarge-Holcim. Et je pourrais dire de Karine la même chose que ce que j'ai dit de Bernard, fait partie des autorités que l'on consulte quand on a besoin de savoir exactement comment ça se passe, quels sont les enjeux. Et je crois que Karine nous parlera aujourd'hui en particulier des questions de territorialité, de qu'est-ce que ça veut dire dans un environnement global. Je ne sais pas dans combien de pays sont vos deux entreprises, mais une centaine hein, l'un et l'autre. Et donc on est vraiment dans un environnement global. Donc voilà pour les présentations. On laissera un peu de temps pour les questions et les réponses. Peut-être quelques mots d'introduction de ma part. Donc, je suis Pascal Saint-Amand, je suis le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. La fiscalité internationale, pendant très longtemps, est restée un peu le domaine secret, ou en tout cas discret et à part de la fiscalité. Quand j'ai rejoint la direction de la législation fiscale à la fin des années 90, vous aviez les sous-directions nobles, la TVA, Marie-Paul fait là, nous avions l'impôt sur les sociétés, nous avions le bureau A qui faisait la coordination, les personnes physiques, et puis au bout du couloir, il y avait un bureau vide parce que le sous-directeur passait son temps à voyager, personne ne savait, ne comprenait vraiment ce qu'il faisait. C'était la sous-direction E qui s'occupait de l'international. Et si je dis ça, c'est pas pour partager une anecdote sans grand intérêt, c'est qu'en fait c'était très révélateur du fait que la fiscalité internationale était marginale, elle était à part, elle était à côté sur des sujets un peu techniques qui n'étaient pas au cœur du réacteur du fonctionnement de la fiscalité. Ça, c'était il y a 20 ans. Je crois que les choses ont changé assez radicalement depuis une dizaine d'années. Alors, pourquoi ça a pris 10 ans avant de changer? Parce qu'il a fallu une crise, la crise financière de 2008, pour que les États constatent que le paysage autour d'eux avait changé. Et ils se sont rendus compte que les règles qu'ils appliquaient ne correspondaient plus du tout au paysage dans lequel ils étaient. Et parfois, il faut comme ça des événements pour se rendre compte que des choses ont changé. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise financière, suivie d'une crise fiscale, suivie d'une crise sociale, suivie d'une crise politique. On est en plein dedans, avec la montée des populismes et le retour d'idéologies un peu effrayantes. Mais il a fallu ça. Et le côté positif, si l'on peut dire, de la crise, c'est qu'elle a permis de revisiter ce qu'est la coopération fiscale internationale et tout simplement de revenir aux fondamentaux, qui est que la fiscalité est au cœur de la souveraineté des États, pour des raisons historiques assez profondes, mais que la souveraineté des États est confrontée à un monde globalisé où les acteurs, finalement, ne sont plus tellement ancrés dans un territoire, aussi bien les high net worth individuals, pour prendre l'expression anglaise pour désigner les riches, c'est-à-dire des contribuables qui ont une vision globale des choses et qui opèrent sur de multiples territoires en même temps, mais aussi les multinationales qui opèrent dans plein de territoires différents. Donc, on a eu ce choc entre des souverainetés qui aboutissent à des législations locales, domestiques, et des acteurs globaux qui ont pu arbitrer entre les différentes souverainetés, aboutissant à une compétition fiscale entre les États, mais aussi, au-delà d'une compétition fiscale sur les taux et sur les bases qui auraient pu être transparentes, à des pratiques fiscales qui ne correspondaient pas nécessairement à l'esprit des textes. Il faut toujours être prudent quand on parle de la lettre et de l'esprit des textes, mais fondamentalement, les règles de fiscalité internationale n'étaient plus adaptées à l'objectif qu'elles poursuivaient, qui était d'éliminer les doubles impositions, et l'absence de coopération avait abouti à ce qu'on ait de façon croissante des profits qui étaient localisés dans des juridictions où ils n'avaient pas vraiment été produits, et donc des règles qui n'atteignaient plus leurs objectifs. C'est là que le G20 est intervenu en deux grands piliers. Le premier pilier,
c'est la fin du secret bancaire. Le deuxième pilier, ça a été BEPS, pour l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices, Base Erosion and Profit Shifting, qui a conduit le G20 à adopter un paquet de règles, 15 précisément, qui, je crois, ont un peu changé le paysage. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser et qu'on va se poser au sein de ce panel, c'est à quoi ressemble le paysage post-BEPS. Et dans ce paysage, vous avez en particulier un débat qui est toujours très vif, qui n'est pas de l'application des règles qui viennent d'être adoptées, c'est comment intègre-t-on les problématiques de la numérisation de l'économie dans les systèmes fiscaux. Est-ce qu'il faut changer les systèmes fiscaux? Est-ce qu'il faut adopter des mesures particulières, spécifiques au numérique? Ou au contraire, considérer que rien ne doit être changé? Ou au contraire, considérer que le numérique n'est pas spécifique, mais le numérique révèle un changement fondamental de nos économies qui aboutissent, ce changement fondamental qui aboutit à ce qu'il est de plus en plus dur d'appréhender sur un territoire donné les profits réalisés par les entreprises, avec la question qui suit, qui est quel est le bon critère pour attraper ça? Est-ce que c'est le principe de pleine concurrence tel qu'on le connaît depuis les années 20, ou est-ce que ce serait de nouvelles approches? Et c'est là que, je pense, ce que nous dira Jean-Pierre pourra être très utile, puisque la réforme fiscale américaine, à mon avis, va poser les jalons d'une nouvelle étape dans l'évolution de la fiscalité internationale, mais on verra si tout le monde est d'accord là-dessus. Donc je vais suivre l'ordre qui avait été proposé et donc me tourner vers René pour que vous puissiez nous présenter le nouveau cadre géopolitique, la confrontation des acteurs, de manière à poser le paysage avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je commencerai mon intervention par deux remarques. La première, c'est un peu une évidence, on en a parlé, vous venez d'en dire quelques mots, c'est que nous sommes tous d'accord aujourd'hui que les principes classiques de la fiscalité, notamment des sociétés, ne sont plus adaptés aujourd'hui à la société internationale. C'est quelque chose que nous sommes à peu près tous aujourd'hui convaincus, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là depuis le matin. La deuxième, qui est moins évidente, qui est un peu comme une taquinerie, c'est que chaque fois qu'on parle de fiscalité, en fait, on rentre dans le domaine de ce que j'appellerais du réalisme. On entend beaucoup parler de cas pratiques, de cas jurisprudentiels, de règles de droit. On est plus dans le domaine de la technique. Et jamais, ou très peu, on prend le temps du recul pour se demander si finalement la fiscalité n'avait pas une assise politique, s'il n'y avait pas un référent politique à la fiscalité. C'est pour ça que le sujet qui m'est proposé me paraît, sans vantardise aucune, être au cœur même de la problématique aujourd'hui qui nous entoure. Je voulais remercier les professeurs Esclacian et Bouffier de m'avoir donné l'opportunité de m'associer à une telle réflexion. En réalité, le cadre géopolitique et la territorialité, ou alors la géopolitique et la territorialité, c'est un peu parler d'une science et de son objet. Parce que la géopolitique, c'est un peu la science des rivalités dans un territoire, la science des rapports d'opposition, des rapports de confrontation sur un espace géographique donné, alors que la territorialité est tout ce qui est trait à l'espace et qui impacte naturellement les facteurs, qui est un facteur géopolitique. Donc cela dit, on peut dire qu'il n'y a pas de termes qui s'imbriquent et qui se complètent pour mettre en exergue la notion de rivalité, la notion de confrontation, les notions d'opposition. Alors, lorsqu'on a dit ça, on doit être en capacité de se demander quel est aujourd'hui, et c'est à notre sens ce qui manque encore à la réflexion globale, bien qu'il y ait eu beaucoup d'écrits sur l'évidence dont je viens de parler et aussi sur les causes de cette évidence-là, c'est-à-dire la multiplication des acteurs aujourd'hui internationaux, mais aussi, je dirais, le nivellement des pouvoirs normatifs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais ce qui est beaucoup plus actuel aujourd'hui, c'est qu'on a ce pouvoir normatif
qui s'atomisent un tout petit peu à travers le monde, bien que tout cela reste discutable et discuté, on pourra en reparler si vous voulez. Mais ce qui manque, à notre avis, c'est d'un peu de structurer ce que je dirais les conséquences de cela, et qui pourrait être le fondement même d'une définition de la territorialité de demain en matière d'impôt sur les sociétés. C'est un peu ce que moi je vais essayer de faire avec toute l'indulgence que vous devez avoir par rapport à ce que je considère comme étant un début de réflexion en quelque sorte. Alors, en réalité, on peut se dire aujourd'hui que le cadre géopolitique en matière de territorialité est traversé par deux choses essentielles. La première, c'est que depuis le matin, on parle de la territorialité de l'IS, mais peut-être qu'on devrait commencer à parler des territorialités de l'IS. C'est-à-dire finalement, peut-être qu'on en a plusieurs territorialités, ce qui complexifie totalement la situation. La deuxième, c'est que parce qu'on a plusieurs territorialités finalement, on se retrouve avec plusieurs types de conflits. Donc on a à la fois des échelles de conflits extrêmement diversifiées, et on a aussi des types de conflits extrêmement diversifiés. Parlons d'abord, si vous le voulez bien, des échelles de conflits. Pourquoi je pense qu'on devrait peut-être commencer à parler de plusieurs territorialités? Parce qu'il y a déjà la territorialité que j'appellerais infra-étatique. On n'en parle pas beaucoup, ce n'est pas une territorialité normative, ce n'est pas une territorialité de prélèvement, quoique. Mais elle impacte énormément ce que j'appellerais la définition de la territorialité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la globalisation des processus de production, avec la flexibilité des firmes internationales à implanter leurs structures de production à travers le monde, à travers les communes, à travers les structures décentralisées, finalement, le lieu où les délocalisations, par exemple, impactent énormément la vie quotidienne, c'est dans les communes. Et on voit très bien que cela est pris en charge, puisque dans beaucoup de communes, dans beaucoup d'États fédéraux, dans beaucoup de régions, on a de plus en plus des stratégies à la fois offensives et défensives pour attirer la matière imposable, pour la garder, pour en fait finalement devenir ce que j'appellerais en réalité le terrain de prédilection de ces rivalités géopolitiques. Et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en exergue. On peut revenir là-dessus si vous le souhaitez. L'autre territorialité, c'est la territorialité étatique dont on a beaucoup parlé depuis le matin. Celle qui est évidemment le cas de référence de la normativité de prélèvement de l'impôt sur les sociétés. Elle se positionne sur le fait qu'effectivement, on l'a expliqué très bien ce matin, chaque État impose à l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés sur son territoire. Elle se différencie en théorie, et là on a vu ce matin que cela est discutable du principe de mondialité. Elle aurait dû nous régler les problématiques liées à la double imposition juridique, à la fragmentation de la matière imposable, puisqu'elle, pour reprendre les termes de Lee Robert, elle se fonde sur l'insularité, si je puis m'exprimer ainsi, des systèmes fiscaux. Mais tout cela ne nous a pas mis à l'abri de cela. Au point qu'aujourd'hui, effectivement, une double approche est privilégiée quand on s'arrête au niveau de cette territorialité étatique. On a ce que j'appellerais l'approche nationale, et on en a parlé ce matin encore, la réintégration des prix de transfert et des paiements, la discussion des opérations, la dissuasion des opérations réalisées dans des systèmes non coopératifs, les règles anti-abus, les indices de système mondial. On voit que les États mettent en place des systèmes pour essayer d'empêcher ou de mettre des limites au système de la territorialité. Mais il y a aussi l'approche bilatérale avec les conventions fiscales. Mais les conventions fiscales sont des instruments très faibles finalement, parce que beaucoup de faiblesses sont liées à la notion de convention fiscale. Vous avez par exemple la faiblesse numérique. Aucun État est en capacité de signer des conventions avec tous les États avec lesquels quelque part il est en relations économiques. Il y a même le déphasage du réseau conventionnel. Des fois on a des conventions, mais elles ne sont pas orientées vers les pays où effectivement l'investissement direct étranger revient. Il y a déjà ce que j'appellerais aussi l'insuffisance matérielle des conventions, parce que là-dedans, très peu s'attaquent aux problématiques comme l'économie immatérielle, très peu s'attaquent aux problématiques même d'administration de l'impôt, parce que vous trouverez, on se demande encore aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas de système d'identification des acteurs transnationaux. Un intervenant
demander aujourd'hui quelles statistiques nous avons, même dans les pays les plus développés comme la France, le mien et moi, je suis camerounais, j'ai oublié de vous le dire. On n'a aucune idée des acteurs transnationaux, des acteurs qui exercent des compétences transfrontalières. Personne n'entend parler aujourd'hui, par exemple, de groupes régionaux de contrôle fiscal. On s'imaginerait que les administrations fiscales de deux pays se mettent ensemble pour créer des structures de contrôle fiscal, si on veut vraiment s'attaquer à ces structures-là. Donc il y a encore assez de faiblesse en matière de convention fiscale. Je passe sur l'obsolescence même du concept de convention fiscale, notamment par les dépenses fiscales ou par la communautarisation des politiques fiscales. Donc, on a cette territorialité étatique avec toutes les difficultés dont on a parlé, que je viens de résumer, mais il y a aussi la territorialité que j'appellerais supra-étatique. C'est un cadre de normativité convergente sans prélèvement, quoique, mais là, on a parlé ce matin des démarches d'harmonisation qui sont réalisées, notamment ici en Europe. On peut parler du projet ATAD, on peut parler des projets assises, on peut parler des projets UNOA, et je vais parler de la CEMAC. Je vous l'ai dit, je suis camerounais, pourquoi pas ajouter un peu d'Afrique dans cette réflexion. Donc il y a des réflexions pour pouvoir harmoniser l'impôt sur les sociétés. Mais là, on fait face à la concurrence fiscale. On veut bien le faire, mais on reste toujours dans ces égoïsmes nationaux dont on parlait ce matin, avec la possibilité de mettre en place des taux d'imposition plus bas, avec la possibilité de mettre en place des exonérations fiscales temporaires, des abattements d'impôts, des subventions, l'assouplissement des réglementations en matière de transfert de l'information, absence de retenue d'impôts sur certaines opérations. Bref, on a comme ça un maximum de mesures que les États se donnent pour pouvoir continuer à exercer sur le plan international, à pouvoir à se doter des éléments de concurrence fiscale. Puis la quatrième territorialité, si on peut l'estimer ici, c'est celle que j'appellerais la territorialité désétatisée. C'était un peu le règne dont on parlait ce matin. On passe d'un système interétatique qui était le fondement même de la territorialité, de l'ancienne territorialité, si on peut se permettre, pour ne plus en faire aujourd'hui le pivot central de la vie internationale. Les frontières ne sont plus des frontières stables, on est dans l'internalisation de l'espace et des échanges. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus les États qui sont les maîtres du marché, mais c'est plutôt finalement les marchés. Quand je dis ça, je sais que tout cela est discutable, mais quand même, on peut reconnaître qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce sont dans les marchés qui sont quelque part les maîtres des gouvernements. On est un peu face au passage d'un concept d'État-nation à des États qui sont finalement des espaces économiques qu'on souhaite qu'ils soient... Finalement, la seule raison d'un État aujourd'hui, de plus en plus, peut-être que j'exagère un peu, peut-être que je caricature, mais quand même, lorsqu'on regarde ça sous l'angle géopolitique, c'est comme si les États étaient devenus simplement des espaces économiques à rendre rentables. Et je pense que celui qui a le plus schématisé sur cette problématique-là, c'est Vito Tanzi, lorsqu'il parlait des termitières des finances publiques, ou l'impact de ce schéma-là sur les finances publiques, notamment avec le commerce, les transactions électroniques, la monnaie électronique, le commerce intra-entreprise. Je ne cite pas les 8 termites qu'il a mis en exergue. Alors, pour résumer mon premier point, c'est que peut-être que sous l'angle géopolitique, justement, qui est peut-être au cœur de la nouvelle territorialité que nous sommes appelés à définir, ou que vous êtes appelés à définir cet après-midi, parce que moi je me borne à la partie la plus facile, c'est de dire toute la difficulté qui vous attend. Donc finalement c'était de prendre en compte le fait qu'on ne parle de moins en moins d'une territorialité de l'impôt sur les sociétés à plusieurs territorialités. Mais cette diffusion de la notion de territorialité impacte autre chose. C'est la difficulté de la régulation justement de cela. Et c'est le deuxième point de mon intervention. Elle-même se sous-tend, et j'ai pu trouver au moins 3 types de rivalités. Au-delà de l'échelle de rivalité, les types de rivalité, il y en a au moins 3. La première, et je pense que c'est le cœur même du schéma, c'est qu'on a dans chaque État une forme de schizophrénie. Une double logique, une logique, disons-nous, internationale et une logique nationale. On a une logique internationale qui rendrait les choses très simples. Chacun imposerait les bénéfices, réalisés à partir de son territoire et ne s'occuperait pas du reste. À la limite, à ce moment-là, les principes de source de résidence ne s'excluraient pas, sous réserve simplement de la double imposition. Mais tout le monde est d'accord là-dessus lorsqu'on se met sur
la logique internationale. Alors, les choses deviennent compliquées lorsque chaque État voit les choses sous sa propre lorgnière. Là, ce que j'appelle la logique nationale. Si on fait ça, alors on a un problème. Parce que comme les bases d'imposition sont, quelqu'un en a parlé ce matin, le nomadisme des bases d'imposition, alors chacun va essayer de trouver un moyen de pouvoir les accaparer, de se rendre plus attractifs, et notamment par l'outil fiscal. Donc la logique nationale va aller en confrontation avec la logique internationale. C'est cette première rivalité, cette première difficulté qu'il va falloir mettre en exergue. La deuxième difficulté, c'est ce qu'on n'en parle pas non plus, mais qui est important aussi bien à l'échelle internationale que dans les blocs géopolitiques comme l'Union européenne, c'est que les pays ne se valent pas. Il y a des pays qui ont des rentes de localisation très importantes, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des grands et des petits pays. Est-ce que la notion de territorialité, donc de souveraineté, doit être comprise comme étant quelque chose d'uniforme? Le penser, c'est ne pas penser que d'autres pays, qui ne sont pas la France peut-être, qui ne sont pas, peuvent avoir pour seul outil d'attractivité des flux internationaux, l'outil, peut-être pas le seul, mais peut-être quand même le plus évident. Et ça, c'est important de prendre en compte. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, et ça, c'est révélateur un peu de la difficulté qui vous attend, c'est que finalement, lorsqu'on regarde le monde, on dit aujourd'hui, nous avons d'un côté le monde interétatique et de l'autre côté le monde multicentré. Techniquement, on pense tout de suite, et c'est le cœur même de tout ce qui est proposé comme solution, c'est de se dire qu'il y a des rapports conflictuels, si je puis m'exprimer ici, entre le monde interétatique et le monde multicentré. Comme s'il y avait un conflit entre les entreprises, les firmes internationales et les États. Bien sûr, à beaucoup d'aspects, sauf quand il s'agit des firmes internationales. Mais lorsqu'il s'agit de ses propres firmes, alors là, il y a quelque chose qui n'est pas mis en exergue dans la recherche de la solution sur la territorialité de l'impôt, c'est quand finalement, d'un côté, vous avez ces rapports conflictuels que je ne nie pas, mais surtout, vous avez des rapports de connivence qu'il faut prendre en compte. Beaucoup de pays aujourd'hui ont ce qu'on appelle de plus en plus des fonctions non spatiales. Ça veut dire que vous n'avez qu'à voir, il n'y a plus aucune délégation de chef d'État qui aille dans un autre État sans être accompagné de grands patrons internationaux. L'État joue en fait le véritable rôle de VRP. L'État est au cœur du processus d'implantation des firmes internationales. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est du conflit ou de la connivence? Voilà une autre donnée géopolitique qui s'annonce. Alors, je crois que j'ai pris assez de temps. Je vais résumer très rapidement ce que je vais faire. Le grand défi de la réflexion qui nous lie, c'est que nous avons affaire à une problématique extrêmement importante qui lie des défis géopolitiques extrêmement importants. J'en ai 4 à vous proposer. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un modèle de gouvernance internationale. Est-ce que nous sommes dans l'interétatisme? Est-ce que nous sommes dans le multilatéralisme? Est-ce que nous sommes dans le fonctionnalisme? Est-ce que nous sommes dans le régime mondial? On est dans tout cela à la fois. Et c'est peut-être là la raison, par là qu'il faut commencer si on veut essayer d'avoir une solution. Le deuxième, c'est l'hétérogénéité de la société internationale, composée de pays à un niveau de développement extrêmement différent. À partir de ce moment-là, une approche uniforme ne peut peut-être pas être la solution. La troisième, c'est que les acteurs, l'apparition de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques ou transnationaux, ou hors souveraineté comme on veut, qui viennent concurrencer les États. Parce que la clé de répartition des ressources internationales aujourd'hui, ce n'est plus le territoire, ce n'est plus la territorialité, le territoire comme espace géographique, mais c'est ce qu'on appelle de plus en plus le différentiel de mobilité. En fait, qui est beaucoup plus mobile que l'autre? Comment est-ce qu'on va arriver à être plus mobile que l'autre? Quel est le pays qui a le meilleur différentiel de mobilité? Voilà la ligne de réflexion qui doit être la nôtre. J'ai terminé par ce quatrième point. L'État comme acteur économique s'est mué en un État non spatial qui assure en fait la coordination et l'interopérabilité des stratégies de conquête et de marché au profit de ces firmes. C'est fondamental à partir de ce moment-là, lorsqu'il faut parler de territorialité, il est bon que tous ces aspects-là soient pris en compte. Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai été dans les... C'était parfait, je n'ai pas eu besoin d'intervenir parce que c'était très intéressant, conceptuel mais relié à la réalité. Donc je vous ai donné quelques concepts qui peuvent aider à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, même si in fine on reste quand même dans un monde assez interétatique. Les sous-jacents sont ce que vous avez décrit,
Et je pense que ce que peut nous dire Éric Revers en une dizaine de minutes, c'est comment tout ce que vous avez décrit, notamment, j'ai noté les conflits connivences entre les États et leurs entreprises, l'État non spatial, mais est-ce qu'on ne va pas aussi vers l'entreprise non spatiale qui va pouvoir agir partout sans être présente nulle part, ou en tout cas ne pas avoir un footprint, une empreinte dans un endroit donné? Quels sont les défis que les systèmes nationaux doivent relever et le système international? Éric, on en est où? J'aimerais bien savoir. Merci Pascal. Alors effectivement, il y a des travaux au niveau interétatique qui sont menés maintenant au niveau de l'OCDE avec le G20 depuis 2013. Et donc pour essayer de vous expliquer les travaux qui sont réellement en cours, je pense qu'il est nécessaire de se replonger un petit peu dans le passé et voir ce qui a été fait avant de comprendre ce qui se fait aujourd'hui et quelles seront probablement les prochaines étapes. Et si on remonte dans le passé, une étape essentielle, c'est la remise du rapport BEPS sur l'action 1 en 2015, rapport qui contenait 4 messages importants. Le premier étant qu'il n'est pas possible de distinguer l'économie numérique du reste de l'économie, c'est-à-dire que l'économie numérique n'est pas un domaine de l'économie particulier, mais un processus de transformation. C'est la raison pour laquelle dorénavant, on utilise le terme de transformation numérique ou de numérisation de l'économie. Et le deuxième message qui est lié au premier, c'est que justement, il n'y a pas de problème de BEPS, c'est-à-dire de problème d'évasion fiscale spécifique à l'économie numérique ou à la transformation numérique. Et donc, il n'y a pas non plus de réponse ou de solution au problème de BEPS spécifique à l'économie numérique, même si dans le même temps, il est reconnu que les caractéristiques de la transformation numérique, que sont, ça a été évoqué, la mobilité, le manque de présence physique, la dématérialisation, ces caractéristiques principales peuvent parfois exacerber les problèmes de BEPS dans certains modèles d'affaires. Le troisième message important de ce rapport de 2015, c'est qu'au-delà du problème de BEPS, la transformation numérique pose aussi des problèmes en matière de collecte, de recouvrement de TVA dans le pays de consommation. On pense particulièrement aux services en ligne, à des consommateurs privés de type dit B2C, où vous prenez un service auprès d'un opérateur établi à l'étranger qui peut délivrer le service en ligne. Se pose la question pour l'État dans lequel le consommateur se trouve, de savoir comment assurer le recouvrement et la collecte de la TVA sur cette transaction. Et sur ce point, le rapport de 2015 contient déjà des solutions globales, des solutions qui ont déjà été trouvées, notamment un régime qui est aujourd'hui largement mis en œuvre, qui est celui du régime simplifié d'enregistrement des prestataires étrangers, donc des prestataires qui généralement se fournissent en ligne certains services. Et ces outils qui existent déjà, qui ont été fait l'objet d'un consensus, sont très largement déjà mis en œuvre par les États, puisque nous avons plus de 50 juridictions aujourd'hui qui ont mis en œuvre ces recommandations qui sont contenues dans le rapport BEPS sur l'action 1. Et un exemple chiffré, c'est celui de l'Union européenne, qui, grâce à ce nouveau régime d'enregistrement en ligne des prestataires étrangers, a collecté plus de 3 milliards d'euros en revenus du fait de ce régime. Quatrième message contenu dans ce rapport BEPS, c'est là aussi, au-delà de la problématique de BEPS, il y a reconnaissance que la transformation numérique pose des défis systémiques, cette fois pour la fiscalité directe des entreprises. Ici, on pense évidemment particulièrement à là où les territorialités en matière d'imposition des entreprises et au niveau de la coopération internationale, de la coopération interétatique. Évidemment, on pense à la prédominance du concept d'établissement stable qui existe dans la grande majorité des conventions fiscales, lequel concept, laquelle notion repose sur les critères de présence physique. Et ce qui est en cause, disons, ce qui est contesté, c'est son efficacité pour distribuer les droits d'imposition entre les États.
Et la raison pour laquelle cette efficacité est de plus en plus contestée, c'est que justement les modèles d'affaires qui sont fortement numérisés, caractéristiques des entreprises du numérique, se caractérisent justement par leur propension ou leur capacité à croître au niveau international sans croître leur masse physique. C'est ce qu'on a appelé en anglais scale without mass. C'est-à-dire qu'un exemple typique, c'est évidemment la vente à distance, la capacité de certaines entreprises du numérique de gérer un marché, de gérer une activité à distance depuis un centre régional, ce qu'ils appellent un regional hub, qui, pour le cas de l'Union européenne, par exemple, pourrait se trouver en Irlande ou aux Pays-Bas. Et depuis ce centre régional, cette capacité à gérer des activités dans différents États sans avoir de présence physique dans ces États. Deuxième défi, deuxième sujet lié à la fiscalité des entreprises, c'est la création de valeur, c'est les règles d'attribution des profits. Ici, c'est l'efficacité finalement du principe de pleine concurrence et les règles qui lui sont associées aujourd'hui en matière de prix de transfert. Ce qui est de plus en plus contesté finalement, c'est l'efficacité de ce principe à saisir avec justesse la valeur qui est créée par les modèles d'affaires fortement numérisés, et en particulier qui est créée par le big data et la participation des utilisateurs. Ici, je fais référence au cas où nous tous, nous sommes des utilisateurs de plateformes numériques qui sont souvent situées à l'étranger. Et en tant qu'utilisateur, par exemple, d'une plateforme comme TripAdvisor, vous allez poster un commentaire, une critique d'un restaurant, d'un hôtel. Ce commentaire constitue le service même que délivre la plateforme aux autres utilisateurs. C'est le service qu'il valorise et qu'il monétise. Et donc se pose la question dans ces modèles d'affaires de savoir, quand vous postez un commentaire sur une plateforme, qui est souvent offshore, où la valeur est-elle créée? Est-elle créée au niveau de l'utilisateur qui rédige le commentaire, ou est-elle créée au niveau du lieu où se trouve la plateforme numérique, c'est-à-dire le lieu où se trouvent les développeurs qui contrôlent la plateforme? Et sur ce point, il y a des réponses potentiellement différentes, et il y a des États qui considèrent que les réponses apportées par les règles de prix de transfert actuelles ne sont plus appropriées. Alors, un point commun à toutes ces problématiques liées à la fiscalité directe qui sont explicitées dans le rapport de 2015, c'est que tout cela finalement soulève une question politique majeure et controversée, qui est celle de la répartition des droits d'imposition entre les États, c'est-à-dire, pour dire comment, le partage du gâteau fiscal, des pertes fiscales d'un groupe. Et s'agissant un peu du nœud gordien de la fiscalité internationale, on trouve véritablement un sujet très sensible. À l'époque, lorsque le projet BEPS était en cours, en 2014-2015, aucun consensus n'a été trouvé sur ces sujets, tant sur le diagnostic d'ailleurs, mais encore moins sur les solutions proposées pour y répondre. Et notamment parce que ça ne correspondait pas nécessairement au mandat qui avait été donné à l'époque par le G1/OCDE, qui était de travailler sur la double non-imposition, et pas tant de travailler sur la répartition des droits d'imposition, et donc il ne semblait pas nécessaire finalement de complexifier outre mesure les négociations en raison de ces sujets. Et peut-être utile aussi de signaler ici qu'à l'époque, un État était particulièrement réticent à bloquer les négociations sur ce sujet, c'était les États-Unis, dans la mesure où ils se sentaient plus visés que les autres dans les sous-jacents des négociations. Alors, depuis la remise de ce rapport, entre-temps, un nouveau cadre inclusif sur le BEPS a été créé en 2016. Cadre inclusif donc, qui est responsable de la mise en œuvre du paquet BEPS et qui regroupe aujourd'hui plus de 110 membres. Donc cela va bien au-delà des pays de l'OCDE et des pays du G20, et cela inclut de nombreux pays dits émergents ou en voie de développement. Et ce cadre inclusif sur le BEPS a encore reçu un nouveau mandat pour travailler sur ces sujets liés à la numérisation de l'économie, mandat qui va jusqu'en 2020. Mandat évidemment qui, encore une fois, a été donné et est sous l'impulsion du G20. Et ça m'amène à la dernière étape que je voudrais évoquer, qui est celle qu'a évoquée tout à l'heure Pascal, à savoir la remise, il y a de cela un peu plus d'un mois, du premier rapport intérimaire de ce cadre inclusif sur les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. Et dans ce rapport intérimaire qui a été remis, je pense qu'une première différence majeure par rapport au rapport de 2015, c'est que des progrès significatifs ont été effectués dans l'analyse des modèles d'affaires, et plus particulièrement sur le rôle du data et des utilisateurs dans la création de valeur. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse aux enjeux de territorialité,
des clarifications utiles ont été apportées sur les concepts en fait, les sous-jacents qui sont en jeu, à savoir deux concepts fondamentaux qui sont évoqués dans le rapport, la notion de nexus et la notion de profit allocation. Et le nexus, c'est les règles de lien en fait, qui peut se traduire par le concept de la notion d'établissement stable, mais pas seulement. Et puis, profit allocation, c'est l'attribution des profits. L'attribution des profits, aujourd'hui, sous l'égide du principe de pleine concurrence. Mais maintenant, quand on regarde le fond, finalement, on voit qu'il n'y a aucune différence majeure dans l'énonciation des problèmes à signaler par rapport au rapport qui est tiré en 2015, si ce n'est, et c'est un point important, que le rideau a été levé sur la position des différents États par rapport à ces problématiques. Et c'est un point important, et on voit apparaître donc, dans ce rapport l'énonciation de trois grands groupes de pays. Le premier groupe, qui regroupe beaucoup de pays de l'Union européenne, notamment la France, qui considère que les défis finalement que nous avons évoqués liés à la territorialité générée par la transformation numérique sont cantonnés à quelques modèles d'affaires, et plus particulièrement aux modèles d'affaires qui reposent dans lesquels la valeur créée par les usagers est déterminante. Donc on pense évidemment au GAFA, mais à toutes ces plateformes numériques qui reposent substantiellement sur le data, sur la collecte de données, sur les apports, les contributions des usagers à leur plateforme pour délivrer un service et générer des profits. Dans ces conditions, pour ces pays du premier groupe, les réponses qui sont à apporter à ces problématiques n'impliquent pas une refonte, en quelque sorte, de nos règles de territorialité ou de l'architecture du système fiscal contemporain, qui reste finalement globalement efficace et approprié pour répondre à l'économie du XXe siècle. Et pour ces pays, il semblerait que des ajustements par rapport à l'application concrète de ces principes soient suffisants, en particulier pour qu'une règle de prix de transfert et de lien, par exemple définition de l'établissement stable, intègre ces nouvelles sources de valeur, ces nouvelles sources de création de valeur que sont le data et la participation des usagers à des plateformes numériques. On a un deuxième groupe de pays qui comprend beaucoup de pays émergents, à l'instar de l'Inde, de l'Indonésie, mais aussi, cela mérite d'être signalé, les États-Unis, qui ont changé dans leur position depuis les travaux sur le BEPS. Et ici, dans ce groupe, bien que certains éléments du diagnostic restent à préciser, l'idée générale, c'est que les modèles d'affaires du numérique et les problèmes qu'ils soulèvent ne sont que les symptômes apparents d'une maladie plus profonde qui touche l'ensemble de l'économie. Et cette problématique, c'est évidemment, pour ces pays, l'inadéquation de nos règles de territorialité, de nos règles de lien et de nos règles d'attribution des profits à l'économie du XXIe siècle. Par conséquent, les réponses qui doivent être apportées pour résoudre ces défis impliquent une révision plus large des principes existants, notamment de certains principes fondamentaux de notre architecture fiscale, parce que c'est l'efficacité même de ces concepts qui est peut-être contestée. Et donc, évidemment, ces pays, et en particulier les États-Unis, considèrent que des solutions, des réponses qui ne viseraient qu'une sous-catégorie de modèles d'affaires ne sont pas du tout les réponses appropriées aux défis auxquels nous sommes potentiellement confrontés. Troisième groupe de pays dans lequel se trouvent principalement des petits pays avec des économies très ouvertes sur la mondialisation. Ces pays considèrent pour leur part que ces enjeux, finalement, ils ne voient pas véritablement d'enjeux systémiques de défis posés à la territorialité au sens large dans l'évolution de l'économie liée à la numérisation, à la transformation numérique. Ils sont d'accord qu'il y a eu des problèmes de BEPS, des problèmes